Le 17 juillet, hier, Olgaren, un matelot, est venu me trouver et m'a confié avec effroi qu'il pensait qu'un homme étranger à l'équipage se trouvait à bord. Il m'a raconté que, pendant son quart, alors qu'il s'abritait du gros temps derrière le rouf, il avait aperçu un homme grand et mince qui ne ressemblait à aucun des nôtres, apparaître sur le pont, se diriger vers la proue et disparaître. Il voulut le suivre, mais quand il arriva à l'avant, il ne vit personne et toutes les écoutilles étaient fermées. Il était encore en proie à une panique quasi superstitieuse et je crains que cette panique ne gagne tout l'équipage. Pour les rassurer tous, aujourd'hui, je vais entièrement fouiller le bateau. Journal de bord du Déméter, chapitre 7, Dracula, 1897, écrivain irlandais Bram Stoker. Alors, Le dernier voyage du Déméter est un film que j'avais vraiment envie de voir après avoir visionné la bande-annonce parce que c'est exactement un petit cocktail dans principe tout ce que j'aime. Mais bref, revenons d'abord sur le réalisateur qui est norvégien, André Øvredal, et qui est un réel spécialiste de l'horreur. Et d'ailleurs, si vous avez aimé Le dernier voyage du Déméter, je vous recommande un des films les plus connus du norvégien, c'est L'autopsie de Jane Doe. Alors tout d'abord, Le dernier voyage du Déméter. Je voulais le souligner, mais c'est quand même un très joli titre, très poétique, et qui contient une prophétie bien malheureuse, puisque ce film est avant tout une affaire de goût. Il a été plutôt mal reçu par la presse et plutôt mal reçu par les spectateurs, comme on peut s'en rendre compte très rapidement en allant sur Allociné. Il a tout juste la moyenne sur 5. Et c'est vrai que c'est une affaire de goût, il faut aimer les films sombres et les malédictions. Ici, tout est maudit, le bateau, l'équipage et la créature elle-même qui est démoniaque et donc abandonnée de Dieu. Mais en réalité, Le dernier voyage de Déméter, c'est avant tout une photographie que j'ai trouvée sublime. Alors évidemment, j'adore le gothique, donc ce ne sera pas surprenant, mais l'esthétique gothique est absolument magnifique. L'époque est très bien rendue, donc on est à la fin du 19e siècle et c'est absolument somptueux. La mer, le bateau, les passages des ténèbres à une éblouissante clarté, les décors, les costumes. Bref, la photographie est extrêmement réussie et rien que pour ça, visuellement, on passe un très bon moment, ce qui est finalement pas si fréquent pour un film d'épouvante. La musique dans le même style est aussi très jolie, on a souvent des chœurs, elle renforce vraiment tous les aspects dramatiques du film. Elle est tellement belle que j'ai mis la bande-son dans ma playlist instrumentale. Elle a été réalisée par le compositeur américain qui est Bear McCreary, il me semble, de mémoire. Il a composé notamment pour la série The Walking Dead, Outlander, mais aussi Les Anneaux de Pouvoir. Donc il a une très grosse filmographie et sérigraphie lui aussi à son actif. Et vraiment, il connaît son travail. La musique est vraiment très belle et renforce beaucoup l'aspect dramatique du film. Dans la même veine, le casting est comme d'habitude presque convaincant et mention spéciale à l'Irlandais Liam Cunningham qui interprète ici le vieux capitaine aux yeux bleus délavés par la mer, le soleil. Très bon rôle pour lui encore une fois, même si c'est un acteur apprécié généralement. Et bien sûr, on ne peut que mentionner également Javier Botet, l'acteur espagnol, qui, pour la petite anecdote, est celui qui a le plus de films hollywoodiens à son actif, donc dans son pays. Et en fait, il joue dans un nombre incroyable de films d'horreur, et il joue souvent de par son physique assez spécial, sans être péjoratif du tout, un certain nombre de créatures horrifiques et il les incarne merveilleusement. Donc voilà, vraiment 2 points forts du casting. Et autre point fort du film, je dirais bonne construction du récit. Alors le format angoissant du journal de bord, retrouvé une fois le bateau échoué et qui démarre le film, est toujours un procédé très efficace pour mettre tout de suite une pression et une ambiance très lourde. Donc ça c'est très bien vu. J'aime beaucoup aussi l'utilisation des récits enchâssés. Donc ici, on a l'histoire du Déméter, qui est racontée donc par le journal de bord de son capitaine, mais également par le film qui se déroule sous nos yeux, et tout cela est basé sur le livre Dracula. Donc voilà, c'est cet enchâssement de récits qui est assez sympathique et qui apporte de la texture et de la profondeur à l'ensemble.
J'aime aussi beaucoup les alternances de jour-nuit, avec la nuit très éprouvante et catastrophique, et le jour qui apparaît symboliquement comme une période de renaissance et de paix. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup le travail sur les symboliques qui a été effectué d'une manière générale dans ce film, comme on peut l'entendre avec les coups portés sur, sur le navire, mais également qu'on retrouve tout au long du film, comme un code que nous seuls pouvons comprendre et, et qui guide vraiment l'entièreté du film. Et ça, j'aime beaucoup ce genre de petits... tout simplement de petites preuves du travail sur le film et sur l'histoire. C'est très sympathique. Ensuite, j'aime aussi assez l'ordre d'élimination des membres de l'équipage, même si ça peut sembler un peu étrange de le formuler ainsi, parce qu'elle n'est pas complètement stéréotypée. Généralement, dans la plupart des œuvres d'horreur, on va voir quelque part de la mort la moins choquante à la plus choquante. Ici, on a forcément un personnage, si on exclut évidemment le protagoniste qui est le personnage central, mais il y a forcément la mort d'un des personnages qui devrait être plus choquante que celle des autres. Parce que c'est un enfant, par exemple, sans indice, sans indice aucun sur le film. Et donc voilà, j'aime assez le fait qu'on n'ait pas une évolution des décès complètement stéréotypée. Et même si évidemment on va garder des codes classiques, comme on commençait par la mort des animaux sur le navire, puisque c'est évidemment la manière de faire pour pouvoir procéder à une montée en tension. Il faut que chaque décès soit de plus en plus choquant et de plus en plus un fort impact émotionnel. Donc forcément on va déjà se débarrasser des créatures les moins touchantes, on va dire. Donc voilà, c'est très bien d'éviter les stéréotypes dans cette matière-là, et j'ai trouvé que c'était plutôt efficace la manière dont c'était amené et réalisé. Il faut dire que la tension est bien construite, je trouve, effectivement, depuis la scène d'ouverture et les premières prophéties qui vont annoncer très vite la tragédie à venir avant même l'embarquement donc à bord du Déméter. Donc on a les premières superstitions et les premiers signes de la présence du malin qui sont reconnus par certains, plus proches de la religion et de la superstition, et moins cartésiens finalement que les personnes qui vont embarquer à bord du navire. Donc c'était très intéressant cet aspect-là aussi. Encore une fois, je trouve donc que la tension est bien créée et menée dès le départ et qu'elle monte crescendo, et ça c'est très 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 bien réalisé. Alors néanmoins, on peut reprocher à ce film un certain manque de rythme, c'est vrai. C'est vrai que pour un film d'épouvante, d'une manière générale, il aurait fallu sans doute une mise en scène plus énergique. Ça aurait été vraiment préférable, surtout qu'ici on est dans un huis clos, donc tout se passe quasiment à bord du navire, donc il y a un risque également en plus d'être assez rébarbatif en fait rapidement, puisqu'on est toujours dans le même lieu et avec les mêmes personnes, et c'est un nombre finalement assez réduit. Donc pour ça, il faut vraiment rajouter de l'action, des péripéties, des rebondissements qui vont apporter du rythme, qui vont apporter vraiment une intensité, une énergie, et ici c'est vrai que ça fait un peu défaut. Finalement, la facture du film est assez classique, et il n'y a rien d'extrêmement révolutionnaire ou d'extrêmement original dans la manière dont c'est amené, donc on peut regretter ça. On peut aussi parler du manque de puissance de certaines scènes, puisque avec les événements qui se déroulent à bord, on pourrait avoir un sérieux cocktail d'effroi, d'horreur, de douleur et de tristesse, de désespoir. On peut naviguer entre toutes ces émotions, et finalement la palette peut rester un petit peu fade au final, puisqu'on ne va pas dans des extrémités absolue, malgré des scènes totalement bien réalisées, bien amenées et efficaces tout de même. Bon, là c'est pour être perfectionniste, j'avoue. Autre point essentiel, le monstre est-il convaincant au final? Alors, oui et non, c'est-à-dire que l'interprétation de l'acteur est clairement convaincante, et c'est lui qui sauve, je trouve, la créature qui en elle-même n'est pas esthétiquement la partie la plus réussie du film. Le film est tellement beau, esthétique par ailleurs, que ce soit musicalement au niveau de la photographie, que c'est au final lui qui pêche le plus dans la réalisation, je trouve, à la mise en scène. C'est un petit peu dommage, puisque c'est censé être lui au cœur du film, mais néanmoins ce n'est pas non plus gênant et risible comme un vieux remake d'un film des années 60. Non, ne vous inquiétez pas, c'est quand même complètement crédible, et
Bon, pas non plus une honte absolue. Alors, il faut savoir que ce film est interdit pour les moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis et qu'en France, on a décidé d'être plus soft en tout simplement interdisant le film aux moins de 12 ans, il me semble. Donc, on est sur un film surnaturel et d'épouvante à la fois. Mais néanmoins, je trouve que le film d'épouvante en question ne fait pas vraiment peur. L'ambiance est lourde, oui, elle est sombre surtout, il y a une grosse tension, il y a une certaine boucherie qui se déroule à bord, et on ne peut pas pour autant parler de film terrifiant puisque on est très loin des classiques du genre en termes de films d'horreur, donc c'est plutôt une histoire d'ambiance, d'atmosphère, et de pression, de tension qui va monter en puissance tout au long du film que vraiment on ne trouvera pas de jumpscare ou de choses véritablement effrayantes. Donc c'est très bien aussi. Moi j'aime bien l'horreur soft, donc pourquoi pas. Alors les dialogues sont néanmoins perfectibles, c'est vrai que hurler des meurs, démons, ça peut parfois être un petit peu, bon, ça aurait pu être davantage étoffé, etc. Mais le vrai regret que j'ai, c'est que l'équipage au final aurait pu vendre plus chèrement sa peau et opposer plus de résistance à la créature, je ne sais pas, s'organiser mieux, user davantage des armes à feu. Et là, on a un peu l'impression, c'est vrai qu'on est un peu spoilé nous-mêmes dès le départ quand on se rend voir le film, puisque la scène d'ouverture nous livre les dernières lignes donc du journal de bord du capitaine. Et donc on a l'impression au final que ce jeu du chat et de la souris qui se joue entre la créature et les membres de l'équipage semble quelque peu joué d'avance, mais néanmoins la mise en scène est suffisamment astucieuse pour faire passer les choses de façon assez intelligente. Et on peut aussi noter que certains éléments du livre donc de Bram Stoker, Dracula, ont été repris ici dans ce film. On peut par exemple mentionner la dualité de Dracula entre la magie et la science, entre la religion et le mal. Tous ces thèmes sont déjà abordés, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a un certain temps, mais j'aimais beaucoup ce livre, Dracula. Et c'est très intéressant parce qu'on a toute cette réflexion quasiment philosophique qui imprègne l'œuvre et qu'on a essayé de vraiment retransmettre et d'exploiter dans le film. Et donc ça, ces aspects-là étaient intéressants et ça crée une connexion, un lien avec l'œuvre originelle et ça, c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai qu'on peut déplorer un petit peu de rajouter en fait des éléments qui ne sont pas dans l'œuvre de base, comme le racisme. Est-ce que c'est nécessaire, je pose sincèrement la question, parce que le protagoniste est ici noir, de mettre le racisme dans l'histoire alors qu'elle n'a pas sa place du tout, ce n'est pas le but de l'œuvre ni le sujet. Ça ne me pose pas de problème en soi, mais c'était pas nécessaire. Moi, je préfère vraiment quand une œuvre, idéalement, elle se focalise et sur certains points, elle les développe pleinement, plutôt que quelque part, en fait, cocher une case comme si c'était, voilà, on est en 2023, donc il faut nécessairement jouer cette carte-là à chaque fois. Non, pas forcément. Et ça aurait été plus intelligent, je pense, de le faire tout simplement comme si de rien n'était. Surtout que on parle ici du protagoniste, donc ce n'était pas nécessaire à sa caractérisation, je pense. On parle d'un personnage qui est un intellectuel, un érudit, un médecin, un homme de science, et qui incarne justement l'aspect cartésien et scientifique dans le film, confronté à une créature magique qui va à l'encontre de son savoir et de tout ce qu'il a pu apprendre. Et ces dualités-là suffisaient bien largement, je pense, sans avoir à jouer une carte facile finalement. C'est pas nécessaire d'une manière générale, je trouve, d'aller au plus simple et de donner des gages sans arrêt de simplicité. On sait, le spectateur est intelligent et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête quand on fait un film. Le spectateur est intelligent et il n'y a pas besoin qu'on lui serve à chaque fois la même soupe. Mais bon, ça c'est un détail. Ce qui est intéressant, c'est que le budget du film, comme tous les films en 2023, j'ai l'impression, ou en tout cas comme toutes les réalisations hollywoodiennes ayant une certaine ambition, a quand même un budget de 45 millions de dollars. Et le box-office pour l'instant est plutôt inquiétant, même s'il est encore neuf. Et, le film n'est sorti il n'y a qu'une semaine en France, mais il n'est que de 16 millions de dollars à l'heure actuelle. Donc 16 millions de dollars sur 45 millions de budget. Clairement, ce début de box-office n'est pas très rassurant pour la performance moyen-long terme de ce film. Et c'est vraiment dommage, je trouve, parce que franchement, il mérite mieux, il est pas mal du tout. Et bon, c'est vrai que les critiques dans l'ensemble ne l'ont clairement pas servi. Alors, ce que j'aime toujours, c'est que en fait,
avec cette histoire qui se déroule à bord d'un bateau. On connaît tous l'histoire originale de Dracula. On trouve un angle original en fait pour revisiter cette histoire de vampire qui nous emmène loin de son château en Transylvanie et qui vraiment nous propose un huis clos stressant à bord d'un magnifique navire d'époque et qui fait en plus non seulement écho donc au mythe de Dracula, mais également écho à toutes les légendes tragiques qui ont lieu avec des bateaux en pleine mer, ces histoires qui travaillent beaucoup notre imagination et j'ai beaucoup aimé cet aspect presque mythique et légendaire qu'on retrouve dans le film. Encore une fois, c'est sur la narration, le rapport à ces mythes maritimes, etc., qu'on entretient tous finalement, plus ou moins consciemment, et ça j'aime beaucoup. Et au final, pour conclure, on peut dire que ce film est une adaptation de plus du mythe de Bram Stoker, qui décidément, comme sa créature Dracula, est éternelle pour notre plus grand plaisir. Voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau podcast consacré cette fois au dernier voyage du Déméter. Voilà, je voulais proposer une critique un peu plus optimiste concernant ce film parce que je n'ai trouvé que des critiques négatives parmi les critiques presse et j'ai voulu un peu redorer son blason. Notamment parce que j'aime les films d'épouvante et notamment les films très esthétiques avec une atmosphère gothique. Et je voulais défendre un petit peu ce film qui a été maltraité par ailleurs. Je sais que j'ai tendance des fois à être un peu snipeuse dans mes critiques, mais là franchement j'ai trouvé le film correct. Même si certes le rythme est lent et ça peut déplaire à beaucoup de spectateurs, je comprends parfaitement cet aspect très classique dans la mise en scène, dans la réalisation. Mais néanmoins, si on aime comme moi profondément cette esthétique gothique, en fait la lenteur est plutôt positive parce que ça nous permet de vraiment nous immerger dans cette atmosphère et de profiter tant au niveau des oreilles que des yeux. Et donc voilà, j'espère que vous aurez pu vous faire un avis, peut-être avoir eu l'envie de découvrir ce film grâce à ce podcast et si vous l'avez vu, si vous avez aimé vous aussi ou si au contraire vous avez trouvé que ce film était une purge, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, c'est toujours très intéressant de pouvoir comparer nos opinions les uns les autres. Voilà, en attendant donc un prochain numéro, je vous dis à très vite et profitez de la vie.